Et le grand soir continue, on revient cette fois sur l'une des infos de la soirée, cette nouvelle baisse du taux de chômage, moins 0,9% au mois de novembre, 31 800 demandeurs d'emploi en moins. C'est la troisième baisse consécutive, c'est une première depuis la crise de 2008. Depuis début 2016, plus de 100 000 chômeurs de catégorie A ont quitté les rangs de Pôle emploi. Faut-il y voir l'inversion de la courbe tant promise par François Hollande ou des statistiques soumises aux aléas administratifs? Eh bien, on va tenter de répondre à ces questions et d'y voir un peu plus clair avec nos invités. Cyril Graziani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique à France Inter, auteur de Le premier secrétaire de la République aux éditions Fayard. Nicolas Vedovato, bonsoir à vous également, président du site entrepreneur.fr, auteur de C'est décidé, je crée mon entreprise aux éditions Erol. Le voici. Le chef de l'État a donc commenté ces chiffres. Il visitait tout à l'heure une entreprise avec Myriam El Khomri en région parisienne. On l'écoute et on en parle juste après. Nous avons une baisse du nombre de demandeurs d'emploi depuis le début de l'année. La première cause de cette baisse, c'est la croissance qui est revenue. C'est l'activité des entreprises. On ne crée pas d'emploi s'il n'y a pas de croissance et d'activité. Mais ce résultat, cette baisse de plus de 100 000 demandeurs d'emploi depuis le début de l'année, peut-être davantage lorsqu'on aura les chiffres définitifs. Eh bien, lorsque nous ferons le constat, c'est plus de 100 000, 130 000 sans doute, de demandeurs d'emploi en moins depuis le début de l'année, et notamment sur les 3 derniers mois, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, je crois depuis 2008. Alors, Nicolas Vedovato, est-ce qu'on peut vraiment y croire à cette baisse? Je sais que beaucoup remettent en question les calculs, les statistiques, les catégories. Est-ce que oui ou non, on peut croire à cette baisse? Alors, effectivement, il y a une baisse significative de la catégorie A, et notamment sur ces 12 derniers mois. Après, si on prend l'ensemble du quinquennat, il y a une hausse. Mais cette baisse est de toute façon masquée par les autres catégories. Donc, les gens qui travaillent à temps partiel, donc catégorie B et C. Oui. Un certain nombre de personnes, on a vu le plan 500 000 formations. Donc, les personnes qui suivent une formation basculent en catégorie D. Et puis, il y a les emplois aidés en catégorie A. Donc, si on prend l'ensemble de ces catégories, on a un chômage en hausse, que ce soit sur les 12 derniers mois, même sur le mois qui vient d'être publié. Et on a une hausse importante depuis le début du quinquennat. Vous remettez en question cette manière d'annoncer les chiffres du chômage de manière mensuelle et seulement les catégories A qui masquent en fait une réalité que vous connaissez sur le terrain qui ne correspond pas du tout aux chiffres? Alors effectivement, le fait de publier mensuellement, il y a énormément de jeux de chiffres qui peuvent se faire d'un mois sur l'autre. C'est vrai que ces chiffres sont corrigés de la saisonnalité et d'un certain nombre d'autres paramètres. Mais c'est vrai que la mensualisation de ces chiffres fait qu'on d'un mois sur l'autre, on veut faire croire à certaines choses. Après, c'est vrai qu'on met toujours en avant cette catégorie A. Alors, oui, on parle des gens qui n'ont pas eu une seule heure de travail durant le mois. Maintenant, quelqu'un qui travaille 10 heures, 20 heures dans le mois, est-ce qu'il ne faut pas en parler? Et on parle toujours de la catégorie A de la France métropolitaine. Il faut prendre l'ensemble avec toutes les catégories, et y compris les dom-tom où les taux de chômage sont très importants. Cyril Graziani, c'est vrai que ces chiffres du chômage, ils sont très utilisés par les responsables politiques et ça date pas du mandat Hollande, c'est, j'allais dire, même instrumentalisé en permanence et sous couvert de cette catégorie A. Et là, c'est vrai que François Hollande, d'une certaine manière, dans son quinquennat, s'était ligoté les mains avec cette volonté d'inverser la courbe du chômage. Mais la question, c'était de savoir, inverser la courbe par rapport à son arrivée en 2012 ou par rapport à son départ en 2017. Puisque si on regarde bien les chiffres, je crois que c'est plus d'1 million de chômeurs ou près d'1 million de chômeurs entre 2012 et aujourd'hui. Là, le chômage baisse pour le 3e mois consécutif. On a l'impression que le président de la République s'approprie ces chiffres pour dire, bon, la promesse d'une certaine façon, elle est tenue. Mais ce qui est quand même le comble, c'est que François Hollande, qui s'était ligoté les mains donc avec cette promesse d'inverser la courbe du chômage, n'est plus candidat. Au départ, c'était ça. La condition sine qua non pour qu'il soit candidat à sa réélection, c'était une inversion de la courbe. Oui. La courbe est inversée depuis 3 mois et pour autant, il n'est plus candidat à la présidence. Mais alors justement, est-ce que quand même ces chiffres auront le mérite de peut-être redorer l'image de son quinquennat, de son mandat? Peut-être, si on doit regarder ce bilan à la fin du quinquennat, si les chiffres du chômage sont en baisse perpétuelle jusqu'à la fin du quinquennat, oui, François Hollande pourra s'enorgueillir et dire
j'ai tenu ma promesse. Mais encore une fois, si le chômage a baissé, si la courbe s'est inversée, mais que le chômage a augmenté Reste de 800 000 ou 900 000 et reste très très haut, à des records jamais atteints, je ne sais pas s'il pourra véritablement et légitimement tenir pour réussir cette promesse. Lui, non, mais peut-être que ça pourrait aider Manuel Valls dans sa campagne pour dire, vous voyez, on avait mis en place une politique, ça mettait du temps, mais voilà, elle est en train de porter ses fruits. Ça peut être un argument de campagne. Et c'est le seul des candidats à la primaire qui va pouvoir justement, légitimement, s'emparer de ce débat. Parce que les autres qui tapent à bras raccourcis sur le bilan et sur le quinquennat de François Hollande, eux ne pourront pas prétexter de cette inversion de la courbe, enfin cette inversion supposée de la courbe, pour pouvoir justement mettre en avant cela. Le seul, c'est Manuel Valls. Il était Premier ministre jusqu'à il y a encore un mois. Et par ailleurs, là, on voyait François Hollande tout à l'heure à Taverny. Après, il a glissé à des journalistes, il a vu des journalistes et il a dit on n'a pas dit notre dernier mot jusqu'au mois de mai, d'ici le mois de mai. Alors, c'est encore du François Hollande dans le texte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de qui il parlait. Est-ce qu'il parlait, quand il disait « on » de Manuel Valls, ou est-ce qu'il parlait de lui? Ça, c'est la question. Oui, c'est une vraie question et on y reviendra. Nicolas Vedovato, cette baisse du chômage constatée au mois de novembre, elle touche particulièrement les jeunes. C'est un signal positif, certes, mais quid des chômeurs longue durée, des quinquas? Alors, en parallèle de ça, effectivement, on a toujours une augmentation du nombre de chômeurs de longue durée. On a toujours une problématique sur les quinquagénaires qui ont du mal à retrouver un emploi. Alors, il faut même prendre en compte ceux qui sont au-dessus de 45 ans, puisqu'on les considère comme des seniors. Maintenant, on peut effectivement mettre en défaut le gouvernement. Il faut aussi parler des recruteurs, des entreprises qui refusent clairement d'embaucher les personnes de plus de 50 ans. Là, ce serait à cause des recruteurs qui refusent. Ça a toujours été, c'est vrai que ça a toujours été, et c'est de pire en pire. On a du mal, quand il y a un CV, quand il y a des candidatures, et qu'on voit quelqu'un qui a plus de 50 ans, aujourd'hui, les recruteurs, mécaniquement, écartent ce type, tout comme ils écartent les demandeurs d'emploi de longue durée. Et pour changer cela, il faudrait une pression de l'État, d'une manière ou d'une autre? Alors, il y avait un moment où il y avait des aides, des incitations fiscales pour les quinquagénaires. Ça a été enlevé, l'impact était faible. Donc après, est-ce qu'il faut un geste fort? Peut-être que ça pourrait inciter les recruteurs. Cyril Graziani? Il y avait dans le programme de François Hollande, dans le projet de François Hollande, une mesure forte qui s'appelait le contrat de génération, qui est passé totalement aux oubliettes. Le contrat de génération... Qui est très contraignante. Qui était très contraignant, c'est-à-dire embaucher un jeune et en même temps garder un senior dans l'entreprise pour qu'il puisse faire profiter à ce jeune de son expérience. Je crois que... C'est vrai qu'on n'en a plus entendu parler de ça. Mais je crois que le nombre de contrats de génération n'a pas dû dépasser les 1000 ou les 2000. Ça ne pouvait toucher que les grandes entreprises, puisque dans une très petite entreprise, il faut respecter les deux conditions, et du coup, c'était inapplicable. Donc, c'est une mesure qui n'était pas applicable. Sur le principe, elle peut être bonne, mais elle n'est non applicable. C'est là où on voit l'importance des promesses qui ne sont pas réalisables, des promesses faites dans le cadre d'une campagne qui, au final... sur de la longue durée et au fait de la réalité, on ne peut pas les tenir. Alors le gouvernement explique cette baisse également par son plan de formation qui porterait ses fruits. Nicolas Vedovato, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, disant que les demandeurs d'emploi avaient cette fois des compétences plus adaptées aux entreprises. Ça vous parle quand vous entendez ça ? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de communication sur ce plan, ce qu'on appelait le plan Hollande, le plan 500 000, où le François Hollande s'est engagé à former 500 000 demandeurs d'emploi de plus que d'habitude, donc quasiment 1 million. 1 million à la fin. Voilà, 1 million à la fin. On est en phase d'atteindre effectivement ces chiffres. Après, donc là, on peut dire que la promesse est tenue. Voilà, la promesse est tenue sur les chiffres. Après, ça a coûté énormément d'argent. Aujourd'hui, Pôle emploi vient mettre en avant le retour positif des demandeurs d'emploi qui ont suivi ces formations, mais en termes de satisfaction, maintenant, ce qui va compter vraiment, c'est le taux de retour à l'emploi pérenne après ces formations. Il faut savoir qu'au global, l'ensemble des formations, on est à 50% de taux de retour à l'emploi. Les formations qui sont conventionnées par Pôle emploi, on est à 35% de taux de retour à l'emploi. Pour les formations qui sont sur mesure, celles qui, de mon point de vue, doivent être vraiment mises en avant, on est quasiment à 75% de retour à l'emploi. Donc là, on aura une visibilité fin 2017, effectivement, du retour sur investissement de ces 2 milliards d'euros qui ont été dépensés.
Et alors vous êtes pour la formation sur mesure parce qu'en plus, paradoxalement, elle coûte moins cher. Alors effectivement, les formations qui ont été mises en avant là, il y a eu beaucoup d'organismes de formation qui en ont profité. Et c'est vrai que les formations de retour à l'emploi, celles où on a un CDI à la fin, les préparations opérationnelles à l'emploi, le tarif, le taux horaire, vis-à-vis, je parle de Pôle emploi, est beaucoup plus bas puisqu'on est à 8 euros TTC de l'heure. Alors c'est aussi un avantage pour l'État, mais d'un autre côté, à 8 euros de l'heure, on ne peut pas faire grand-chose. Mais Cyril Graziani parlait de la faisabilité, justement. Est-ce qu'une formation sur mesure, adaptée à tout un pays, est-ce que c'est faisable ? Alors, quand on dit vraiment formation sur mesure, on vient parler de métiers, on vient parler des process de l'entreprise, etc. Alors, il y a effectivement la possibilité de le faire via le tutorat. Donc, on vient former sur le métier pendant quelques jours, quelques semaines, et on peut faire du tutorat en entreprise, qui peut être l'occasion, surtout dans les très petites entreprises, de passer du temps avec le dirigeant, avec les équipes. On peut aller jusqu'à 400 heures, et là, ça permet d'intégrer les gens et de leur apprendre gentiment, d'avoir le temps, plutôt que c'est vrai, quand on recrute quelqu'un et qu'on commence à payer le salaire, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de le mettre directement en opérationnel. Mais vous disiez, finalement, les agents de Pôle emploi, ils ne sont pas tout à fait adaptés à ce genre de formation sur mesure, qui avait presque un clivage culturel entre le vrai monde de l'entreprise, les start-up, les TPE, très petites entreprises, et les agents de Pôle emploi. Alors c'est vrai que les agents Pôle emploi qui s'occupent particulièrement des entreprises, il y en a 4200 en France, ils ont été dépêchés depuis août 2015. D'ailleurs, 4200 versus 3 millions d'entreprises, ça fait des portefeuilles qui sont importants. Et c'est vrai qu'il y a peu de connaissances de l'entreprise, notamment des petites entreprises, quand on parle de délai, quand on parle de besoins. Quand on vous demande, quand vous êtes recruteur, que vous voulez publier une annonce, qu'on vous demande une fiche de poste, dans une TPE, il n'y a pas de DRH et on a du mal à faire une fiche de poste. Mais d'un autre côté, on ne peut pas demander à Pôle emploi d'accompagner le dirigeant à faire une fiche de poste quand on doit s'occuper de 750 entreprises. Oui, bien sûr. Cyril Graziani, si il y avait vraiment inversion de la courbe, elle arrive extrêmement tard. Effectivement, ce sont des processus très longs. Et ça, François Hollande l'a dit, c'est presque à se demander s'il ne faudrait pas revenir au septennat. On a l'impression que finalement, dans un quinquennat, un gouvernement, une équipe, un président n'a pas le temps, en tout cas, de récolter les fruits de la politique qu'elle a mise en place. Le temps politique est un temps long. Est-ce que les Français ne sont pas un peu impatients ? Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait dit le soir où il a renoncé à se représenter, où il a annoncé qu'il ne se représenterait pas en mai 2017. Il avait dit le chômage baisse, mais les résultats arrivent trop tard. Alors oui, l'avantage d'un septennat, c'était que vous pouviez développer des politiques publiques sur la durée. Là, aujourd'hui, avec le quinquennat, le président est élu en mai, on va prendre l'exemple mai 2017, mais quasiment au bout de 6 mois, il est presque en campagne pour sa réélection. Et là, vous voyez, par exemple, la dernière année va être entre décembre et mai, il ne va plus rien se passer. François Hollande, on va le voir, peut-être commenter tous les mois les chiffres du chômage. Bernard Cazeneuve promet que non, qu'il va se passer des choses et qu'une politique sera bien menée jusqu'au bout. Pour certains, François Hollande va inaugurer les chrysanthèmes pendant quelques mois. Il n'y a qu'à voir sur le terrain. Je suis journaliste politique, je suis normalement François Hollande. Aujourd'hui, le nombre de journalistes qui suivent François Hollande, aujourd'hui c'était particulier parce qu'il y avait une annonce forte, mais pour autant, il n'y a quasiment plus personne qui est aux trousses du président de la République. Ça n'est plus un objet journalistique. Il n'intéresse plus puisqu'il n'est pas candidat. Il n'intéresse plus parce qu'il n'est plus candidat. Et c'est là où il y a la perversité de ce quinquennat et de ce temps trop court. Et vous évoquiez justement ce fameux soir où il a annoncé qu'il n'était pas candidat à sa propre succession. C'était le 1er décembre dernier. Vous l'avez vécu avec nous en direct sur LCI. On va écouter justement la déclaration du président ce soir-là. Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Cyril Graziani, quand même, avec ces chiffres du chômage qui sont plutôt positifs ce soir et qui peut-être le seront d'ailleurs dans les mois qui vont approcher de ce premier tour de la présidentielle, on peut se demander s'il n'a pas pris sa décision un peu trop tôt.
peut-être alors. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il regrette et qu'il se dit, mais après tout, c'est en train de porter ses fruits, la politique que j'ai menée. Est-ce que j'aurais dû vraiment me retirer? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il a confié « on n'a pas dit notre dernier mot tout est dans le « on ». Est-ce qu'il parlait de lui? Est-ce qu'il se dit que peut-être, s'il y a un espace dans lequel s'engouffrer, parce que là, très, très clairement, la primaire de la gauche ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Oui. Il va y avoir une vraie fracture, quel que soit le candidat, que ce soit Manuel Valls ou Vincent Peillon d'un côté, ou Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg. Il vous jure, la main sur le cœur, que les uns et les autres, l'un soutiendra l'autre. Vous pouvez être sûr que le 29 janvier... que ce soit l'un ou l'autre, il va y avoir une vraie fracture. Et peut-être que François Hollande, il se dit, si personne n'est capable de rassembler le Parti socialiste, c'est la théorie folle qui circule en ce moment. Et pourquoi pas décider revenir de se relancer, en sauveur, revenir en rassembleur. C'est une théorie folle. Mais elle est fondée sur quelque chose, cette théorie, parce qu'effectivement, je le dis pour les téléspectateurs qui sont un peu moins avertis, effectivement, c'est une théorie qui circule en ce moment dans le monde politico-médiatique, une théorie selon laquelle François Hollande reviendrait dans le jeu, dans cette course à la présidentielle, voyant que ça se passe mal à la primaire, que les sondages aussi lui sont à nouveau favorables, maintenant qu'il n'est plus candidat, et qu'on a ces chiffres du chômage très positif ce soir. Les chances d'aboutir à un tel scénario sont infimes. Et pour autant, François Hollande était un président qui était impopulaire avant sa renonciation. Ce n'est pas parce qu'il gagne 10 ou 15 points dans les sondages que nécessairement, en arrivant comme le chevalier blanc au mois de février ou au mois de mars, il ne va pas pouvoir profiter de cette aura. Il redescendra à des scores qui sont en conformité avec la politique qu'il a menée, avec le bilan et surtout la perception qu'en ont les Français. Oui, parce que les Français lui en veulent, et notamment sur cette question du matraquage fiscal, ce que certains appellent le matraquage fiscal. Il a beaucoup déplu, notamment sur cette question, François Hollande. Et ce n'est pas pour... En quelques mois, les Français ont tendance à oublier, parfois, puisqu'ils ont... Il y a eu des exemples où des réélections d'élus qui condamnés pour des affaires de fraude ou il y a plein d'exemples qui peuvent être cités. Là, dire je renonce et 3 mois après je reviens, je ne pense pas que ça porte ses fruits. Non. Nicolas Vedovato, globalement, vous diriez que le quinquennat de François Hollande a fini par favoriser le travail des chefs d'entreprise, alors qu'au départ, ça partait un peu mal, et puis finalement, qu'il a travaillé en votre faveur? Alors, c'est paradoxal, c'est vrai, pour un gouvernement socialiste, mais le gouvernement Hollande, sous Hollande, a été plutôt du côté des entrepreneurs. Alors, sur le principe, et souvent, malheureusement, dans l'idée, après, dans la réalisation, on l'a vu avec la loi travail, où sur le principe sur ce qui avait été initialement prévu, ça aurait pu être positif, et derrière, ça a été dénué de tout ce que ça aurait pu apporter. On l'a vu aussi, là, il y a les aides à l'embauche, ça a beaucoup aidé, et effectivement, ça a pu un petit peu aider ce retournement, je le rappelle, de la catégorie A. Oui. Au global, on est toujours en augmentation, rappelons-le. Les aides à l'embauche, là, pour renouveler le plan formation sur 2017, on va raccourcir le plan d'aide à l'embauche de 6 mois. Et puis il y a eu le choc de simplification qui a pas mal aidé les entrepreneurs, non ? Sur le principe, pareil, on dit on veut simplifier la vie des entreprises. Dans la réalité, c'est pas... Le quotidien d'une très petite entreprise, il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu de simplification. Cyril Gherzani, c'est quand même dingue, un patron qui nous dit finalement ce mandat socialiste, il a été plutôt favorable aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. C'est quand même assez surprenant, et c'est peut-être ça qui lui a coûté politiquement. Et oui, et ça a dû influer dans la décision qu'il a prise. Parce que quand François Hollande a décidé de renoncer, on se souvient que la semaine qui a précédé, les Hollandais, comme on les appelle, ont tout fait pour que le président essaye d'enjamber la primaire. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que le président allait la perdre, la primaire. Il allait la perdre contre Arnaud Montebourg, chantre d'une autre politique, beaucoup moins social-démocrate, voire social-libérale, comme certains ont pu dénoncer la politique menée par François Hollande. Donc, au sein même de la gauche,
peut-être qu'il a voulu mener cette politique, mais il savait que le camp socialiste, de toute façon, ne lui pardonnerait pas. Il a finalement pas vraiment exercé une politique qui allait dans le sens de ceux qui ont voté pour lui. Il n'a pas du tout mené une politique pour son électorat. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans cette situation-là, aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que la situation de Manuel Valls n'est guère reluisante, je pense, dans la primaire socialiste. Parce que comme de toute façon, vous n'allez pas avoir énormément de gens qui vont aller voter, 4 millions comme à la primaire de la droite, c'est inenvisageable. Ça part mal, a priori. S'ils arrivent à 1 million, ce sera déjà plutôt satisfaisant. Et si c'est le peuple de gauche qui vote, le peuple de gauche sanctionnera Manuel Valls. Si on devait retenir en quelques mots un élément positif de ce quinquennat de François Hollande, Cyril Graziani? Oh bah, votre silence en dit long. Si, l'international. François Hollande. Et la lutte contre le terrorisme, par exemple. La lutte contre exemple. le terrorisme, le Mali, le fait que François Hollande aille au Mali et aille libérer ce pays. Et puis c'est vrai que François Hollande, dans les moments où la France a souffert énormément lorsqu'il y a eu les attentats, François Hollande a su endosser le costume. Vous diriez pareil, Nicolas Vedovato? Quelqu'un de très drôle. Merci à tous les deux d'avoir participé. C'est pire que le silence, oui. Les téléspectateurs en jugeront. Merci en tous les cas à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal avec Lucas Ajdela. Tout de suite.